Alisha Wissani du Cégep Marie-Victorin. Elle y enseigne depuis 2014. Elle fait aussi de la recherche sur la réussite éducative des populations vulnérables issues de milieux défavorisés. Depuis plus de 20 ans, Alisha développe et implante des programmes d'éducation durable et à l'impact élevé chez les populations vulnérables du Québec. Elle collabore avec la titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'école, le bien-être et la réussite éducative des enfants à l'Université de Montréal et les chercheurs du département d'éducation et de formation spécialisée de l'UQAM. Alisha, elle a fondé le programme L'École des grands en 2015 et en 2019, elle a lancé la Fondation W, un organisme à but non lucratif accrédité. Cette Fondation W, qui est une œuvre de bienfaisance, elle vise à accompagner gratuitement les cégeps dans l'implantation de l'École des grands. Alisha détient un PhD en physique théorique des hautes énergies de l'Université McGill et un postdoctorat en mathématiques de l'Université de l'Alberta. Elle a été titulaire d'une mention d'honneur de la QPC en 2017. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Alisha. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci Samuel, merci Nicole, merci à toute l'équipe de la QPC de me permettre de faire ce webinaire-là. Merci à vous, collègues, qui vous joignez à nous aujourd'hui pour échanger sur des idées pédagogiques. Je vais faire un partage d'écran. Et là, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Parfait. Donc, j'ai réduit le titre là, parce que ça ne rentre même pas sur une PowerPoint, là, mais on va parler des facteurs de protection, de la résilience académique, de la réussite éducative. Et en fait, on veut parler de comment soutenir la réussite éducative des étudiants à risque. Et là, on va faire ça à bonne franquette. Là. Comme Nicole vous l'a dit, inscrivez toutes vos questions dans le QER. Je vais m'arrêter souvent, puis je vais y répondre au fur et à mesure qu'on va avancer pour décortiquer tout ça. Si ça va trop vite, c'est des aspects sur lesquels je passais trop rapidement, dites-les, comme ça on va pouvoir y aller graduellement et au fur et à mesure, s'assurer que tout le monde comprenne. Là. Et donc voilà, ce que je vais discuter, en fait, aujourd'hui, la présentation que je vais faire, c'est inspiré, c'est basé sur des travaux de recherche de mon équipe et de moi-même. Donc, je vais vous présenter mon équipe, là, je ne suis pas toute seule là-dedans. J'ai Mélissa Goulet, qui est prof à l'UQAM, département d'éducation. J'ai Isabelle Archambault, qui est prof en psychoéducation à l'Université de Montréal, qui est aussi la titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'école, le bien-être et la réussite éducative des enfants. J'ai Alessandro et Megan, qui sont mes anciennes étudiantes du cégep. On a commencé ce projet en 2016. Fait que là, elles sont rendues à l'université et appliquent à la maîtrise, mais ils sont encore impliqués dans le projet. J'ai Tachine, qui est médecin associé à l'université médecin-chercheur associé à l'Université de Montréal. Et j'ai Shirley et Toumin, qui sont aussi des étudiants au collégial à moi, dans le fond. Alors, voilà. Ça, c'est l'équipe. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous présenter le contexte, une espèce de statut là, de où est-ce qu'on en est avec la réussite éducative au collégial aujourd'hui. Je veux vous introduire à la théorie du risque et de la résilience, aux facteurs de protection, au concept de réussite éducative, puis on va parler d'exemples qu'on peut faire dès aujourd'hui, que ce soit à distance, dans les classes, à l'extérieur des classes, pour soutenir la réussite éducative des étudiants à risque. Puis je vais vous donner un exemple qui est l'École des grands. Puis j'aimerais que vous sortiez d'ici avec un outil, en fait, une réflexion ou une idée, là, pas 25, là, mais une. Et c'est que si de manière très active, dans le fond, si on a un souci d'inclure certains facteurs de protection dans nos activités pédagogiques, dans les activités qu'on offre aux étudiants, que ce soit à distance, en présentiel, au cégep ou à l'extérieur du cégep, mais ça va contribuer à soutenir la résilience et la réussite éducative. Alors, le contexte au collégial. Les dernières données du SRAM, donc dans le rapport annuel 2020, dans le fond, indiquent que le taux d'obtention d'un DEC, et là je parle ici d'un DEC préuniversitaire et DEC technique, dans le fond, au terme de la durée minimale du programme, c'est de 27,5 % au Québec. Et que si on regarde le taux d'obtention d'un DEC 2 ans après la durée minimale, on est autour de 59,4 %. La durée minimale d'un DEC préuniversitaire, c'est 2 ans selon le SRAM et c'est 3 ans pour un DEC technique. Puis il compte aussi 3 ans pour ceux qui ont commencé leur DEC avec un tremplin DEC, dans le fond.
Et ce qui est plus grave, en fait, c'est que ce taux-là, autour de 60%, là, ce taux-là de diplomation d'un DEC 2 ans après la durée minimale oscille autour de 60% depuis les 15 dernières années. Si vous allez retrouver les rapports du SRAM, là, vous allez voir là, depuis 2005, en fait, là, on n'a pas décollé, on n'a pas dérougi de ce taux-là à 60%. Donc, il est important de mettre en place des programmes d'intervention efficaces qui soutiennent la réussite éducative des collégiens à risque. Et là, j'ai utilisé le mot collégien à risque, là, puis c'est utilisé à toutes les couleurs, souvent, dans le fond. Là, fait que je veux décortiquer avec vous qu'est-ce que ça veut dire un collégien à risque. Donc, ça mène à la théorie de la résilience et au risque. Le concept de risque tient son origine, en fait, de la médecine. Et c'est l'idée que l'exposition d'un individu à un ou plusieurs facteurs de risque ou conditions néfastes augmente les chances de l'individu de vivre des conséquences défavorables. L'exemple classique en médecine, c'est comment est-ce que le poids, la pression artérielle, la consommation de tabac et le style de vie sont des facteurs de risque pour une crise cardiaque. Donc voilà. Et donc, rapidement, le concept de risque a été adapté au milieu de l'éducation. On parle fin des années 90, là. Et donc, il existe deux types de risques. Il existe le risque distal et le risque proximal. Le risque distal, on va appeler risque distal tout ce qui affecte indirectement la réussite de l'étudiant. Et donc, ça va, entre autres, regrouper toutes les variables démographiques. Et donc, on est habitué à ça, là. Donc, ça, c'est souvent, mettons, provenir ou avoir plutôt un statut socio-économique faible, faire partie d'une minorité visible, être issu d'une famille monoparentale, entre autres, c'est tous des risques distaux. Le risque proximal, lui, c'est un risque qui précipite directement les conséquences adverses futures. Je vous explique, là. C'est toute forme de sous-performance scolaire précoce. Exemple, doubler une ou plusieurs années au primaire. Échouer les premiers cours du secondaire. Nous, en ce qui nous concerne, au collégial, on va appeler risque distal, entre autres, les étudiants qui sont au collégial, mais qui avaient une sous-performance scolaire au secondaire, c'est-à-dire une moyenne générale au secondaire qui était faible, ou dans la littérature, là, on va dire en bas de 70%. Fait que les étudiants au collégial, avec une moyenne générale au secondaire en bas de 70%, par définition, c'est un risque proximal. Donc, ça pourrait précipiter des conséquences adverses futures. Donc, ça pourrait précipiter, en fait, un risque de difficulté scolaire au collégial. Ça pourrait. Okay? Donc, nous, on va focuser là-dessus. Quand je vais parler d'étudiants en risque, on va parler vraiment d'un risque proximal, c'est-à-dire on va se limiter aux étudiants du collégial qui auraient un risque de difficulté scolaire en raison de leur sous-performance au secondaire. Ce que je vais te dire dans le reste de la présentation s'applique à tous les étudiants, mais je vais focuser vraiment sur les étudiants à risque proximal. Alors, y a-t-il des questions à ce point-ci? Nicole, est-ce qu'on a des questions dans le QER? Il n'y en a pas, mais moi, j'en aurais une, Alisha. Tu parles de risque distal et proximal. Est-ce que, toute proportion gardée, est-ce qu'on sait quel type de risque prend le plus d'espace? Lequel semble le plus... pas proéminent, là, je cherche un nom, là, je cherche pas je trouve pas le qualificatif, mais un qui est plus important que l'autre. C'est intéressant comme question. Je pensais que tu allais demander au cégep, notre clientèle étudiante, dans le fond, c'est quels risques ils ont le plus, là, ça, je ne pourrais pas te le dire. Okay. Et dans la littérature, ce qu'on voit, en fait, là... Prévalent, OK, excuse. Dans la littérature scientifique, ce qu'on voit, c'est que les étudiants qui ont un risque distal, donc ceux là, qui viennent d'un statut socio-économique faible ou d'une minorité visible ou d'une famille monoparentale, ces étudiants-là ont longtemps été stigmatisés, en fait, parce que leur sous-performance scolaire a été longtemps interprétée comme un déficit de l'individu et
un manque d'effort ou de volonté ou de motivation, en fait. Là. Et ça amène beaucoup de problèmes, là, entre autres au niveau de la résilience, parce que là, on met tout le monde dans un sac et on n'est pas en train de voir les différences intrapersonnelles chez les individus qui feraient en sorte qu'il y a certains individus avec des risques distaux, mais qui s'en sortent, là, puis qui performent très, très bien, en fait. Là. Donc, c'est pour ça qu'en recherche, on va tenter d'aller chercher vraiment plus les étudiants avec les risques proximaux, justement pour ne pas mettre tout le monde dans un sac, puis avoir un billet, entre autres, sur certains étudiants. Là. OK. Il y a quelqu'un, justement, Marie-Pierre Brunival, qui demande, est-ce que les étudiants qui ont des troubles d'apprentissage, TDAH, bon, tout ça, sont considérés comme ayant un risque proximal? Oui, oui. OK. Si ça a mené à une sous-performance scolaire dans le passé, en fait, là, ces troubles-là, alors, par définition, ce serait un risque proximal, en effet. OK. Est-ce qu'on a une idée? Je pense que tu as dit non tantôt, mais je voudrais être certaine, c'est Joanne Thibault qui pose la question de la proportion des... Est-ce que vous avez une idée du nombre d'étudiants dans les collèges qui ont un risque proximal? Je ne le sais pas. C'est OK. vraiment une bonne question. Je ne sais vraiment pas, c'est une bonne question. On pourrait clairement aller revoir nos organisations scolaires avec cette question-là, dans le fond, là, parce que ça nous permettrait d'avoir des activités beaucoup plus visées sur une certaine population d'étudiants, en fait. D'accord. Est-ce qu'on considère, ça c'est Marie Vallerand qui demande ça, qu'on considère également la sous-performance possible chez les surdoués aussi? Bonne question. Donc, bonne question. Est-ce qu'on peut expliciter un peu la question? Est-ce que c'est Marie, c'est ça qui pose la question? Oui. Est-ce que Marie pourrait développer un peu la question? Parce que tout ce que je sais, en fait, là, c'est que quand on regarde risque distal, risque proximal, vous allez avoir, si on regardait le risque distal, le problème, c'est qu'on aurait des individus qui seraient ici, mettons exemple d'une minorité visible, mais qui n'auraient jamais eu de sous-performance scolaire. Fait que là, on dirait qu'ils seraient à risque alors qu'ils n'en ont pas vécu de problème scolaire, dans le fond. Là. Le risque proximal, c'est vraiment lié à l'action de l'individu. C'est vraiment sa performance scolaire dans le passé, dans le fond, qui va être essentiellement est un indicateur de qui pourrait donner des red flags là, sur qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur. Et c'est ça qu'on veut travailler, dans le fond. C'est là-dessus qu'on veut travailler. Es-tu prête à répondre à 2 autres petites questions ou si tu veux continuer? Il y a Jean-François Tessier qui demande quelles sont les chances de réussite sur 2 ans ou sur plus de 2 ans des étudiants à risque proximal? Ça n'a jamais été mesuré, en fait. Je pense que je connais aucune idée. Peut-être que vous pouvez. En fait, il y a peut-être quelqu'un là, dans les participants là, qui le sait, vous êtes 116. Là. De connaissance, je ne connais aucune étude qui a focusé sur la réussite éducative uniquement des étudiants à risque proximal. Je ne connais pas de statistiques qui pourraient nous dire ceux-là, admettons, là, ça reprend 3 ans ou ça reprend 2 ans. Je ne le sais pas. Je ne sais pas si vous le savez. Là, vous pourrez peut-être répondre dans le Q&A. Moi, je ne suis pas au courant. OK. Et bon, il y a Marie qui voulait préciser qu'il arrive que la surdouance amène des problèmes sur sa performance, justement. Fait que si à ce moment-là, c'est le cas, et là, je ne peux pas mettre tous les élèves surdoués dans le même sac, là, mais si vous avez un étudiant surdoué qui a une sous-performance scolaire, alors cet étudiant-là serait à risque proximal. Et j'avoue que j'ai plein de questions. Il y a Christine Morin aussi qui écrit s'il y a un ESH, j'avoue que je ne connais pas ce sigle-là, n'a pas de cet acronyme-là, n'a pas de difficulté académique ou ne sous-performe pas. Il n'est donc pas considéré comme ayant un risque proximal dans ton projet. Exactement. Donc, les étudiants à ISH, là, donc, en effet, s'il n'a pas vécu de sous-performance, l'étudiant ne serait pas à risque en principe. Là. Donc, il y aurait peut-être d'autres types de risques qu'un risque académique. Mais ici, en tant que tel, ce ne serait pas nécessairement un risque. Donc, ça permet, entre autres, de faire cette séparation-là, de ne pas mettre tout le monde dans un sac, pas juste dire tout le monde qui a un ISH est à risque académique. Là. Donc voilà. OK. ESH, c'est étudiant en situation de handicap. Merci, Christine, pour la précision. Et Anne qui précise, en ce qui concerne la moyenne générale au secondaire inférieure à 70 %, il est possible de le savoir pour le réseau par le PSEP, par exemple. Parfait. Donc, on pourra aller voir. Génial. C'est ça la force de la communauté. Okay, on continue. Oui. Merci de vos interventions, tout le monde. C'est vraiment apprécié.
Alors, OK, donc, on en est ici, là. Comme je l'ai dit, ça va être à bonne franquette, OK? Fait que je veux que vous continuez d'intervenir comme ça, là, merci. Alors voilà, le concept de risque, mis en juxtaposition avec ce qu'on va appeler les concepts de facteurs de protection, que je vais vous introduire dans un instant, a donné lieu à un vaste champ de recherche sur la théorie de la résilience. Et cette théorie de la résilience, elle tente d'expliquer pourquoi certains étudiants présentant des facteurs de risque académique réussissent mieux qu'escompté à l'école. Okay, donc, on est vraiment en termes de résilience académique ici. Et là, par définition, une des définitions acceptées de la résilience, c'est la mobilisation de ressources internes et externes, menant à une adaptation réussie, à un fonctionnement positif et au développement de compétences, malgré la présence de ce facteur de risque-là, malgré la présence de stress chronique ou de trauma sévère ou prolongé. D'accord? Et donc là, il y a deux écoles de pensée sur la résilience. Il y a l'école de pensée qui vient des théoriciens du développement qui, selon eux, la résilience, c'est intrinsèque à l'individu, c'est propre à l'individu, ça vient de son bagage, dans le fond. C'est-à-dire, la résilience se développe avec le temps via les interactions génétiques, biologiques, psychologiques et sociologiques de l'individu dans le contexte de son environnement, donc dans l'environnement qui opère, dans le fond. Donc, c'est vraiment propre à l'individu. Et tu l'as ou tu l'as pas, essentiellement. Et il y a l'autre école de pensée, qui sont les théoriciens écologiques, qui disent que la résilience est acquise par l'individu. Et ici, pour ces théoriciens-là, dans le fond, la résilience se développe à travers les interactions de l'individu avec son environnement. Et c'est des expériences directes ou indirectes qui informent le comportement de l'individu et qui forgent sa résilience. Et comme plusieurs chercheurs en éducation, nous, on va focuser sur cette théorie, sur cette théorie, dans le fond, où la résilience est acquise, parce que là, on va se poser les vraies questions. On va se poser la question, comment est-ce que l'école, comme environnement, peut soutenir cette résilience-là? Comment est-ce que l'environnement, donc là, ici, je parle de l'école, la communauté, la famille, tout ça, c'est l'environnement, mais nous, on va vraiment focuser sur comment est-ce que l'école, nos cours, nos activités qu'on offre aux étudiants, en fait, peut développer cette résilience-là. On sait déjà que l'environnement peut être source de facteurs de risque. On vient de passer à travers, dans le fond. Mais qu'est-ce qui est le fun avec cette théorie-là? C'est que l'environnement n'est pas seulement une source de facteurs de risque, c'est aussi source de facteurs de protection pouvant mener au développement de la résilience académique, dans le fond. On peut faire vivre des expériences à nos étudiants pour développer cette résilience-là. Et donc, là, si je résume là, ce qu'on a à date, là, on va focuser sur un risque proximal, c'est-à-dire une sous-performance scolaire précoce, au collégial, c'est-à-dire particulièrement les étudiants avec des MGS, moyenne générale au secondaire en bas de 70%. Et notre résilience, pour nous, on va travailler avec un modèle théorique où est-ce qu'elle est acquise par l'individu. On va regarder comment est-ce que l'environnement est non seulement source de facteurs de risque, mais comment est-ce qu'il peut être utilisé comme levier pour mettre en place des facteurs de protection qui mènent au développement de la résilience, au développement de la résilience académique. Et là, on va se poser la question, comment est-ce que l'école, comme environnement, comment est-ce que le cégep comme environnement peut soutenir la résilience et la réussite chez les étudiants à risque proximaux, c'est-à-dire les étudiants à risque de difficultés scolaires? Et quels sont ces facteurs de protection qui mènent au développement de cette résilience-là, dans le fond? Qu'est-ce qu'il faut soutenir en tant que tel? Des questions à date, Nicole? Pour le moment, je n'ai pas de questions. Alors, je pense que tu peux continuer, mais ne vous gênez pas effectivement, soit pour commenter ce que Alisha dit dans l'espace de discussion en choisissant à tous les panélistes et participants quelqu'un qui vient de dire c'est tellement intéressant, je pense qu'on a le goût de t'entendre, Alisha. Merci. Okay, fait que là, on veut savoir, je ne veux pas dire c'est quoi la recette magique, okay? Parce qu'il n'y a aucune cause à effet en éducation, là, comme direct, là, mais c'est quoi ces facteurs de protection-là que l'environnement peut mettre en place pour développer la résilience académique des étudiants à risque? Donc, c'est ce que je disais, là, quels sont les facteurs de protection qui mènent au développement de la résilience académique? OK. Il y en a 8 plus 1, ça fait 9 dans la littérature scientifique, OK? Puis je vais vous les expliquer. Les facteurs de protection menant au développement de la résilience, il y en a plusieurs. Ceux qui reviennent le plus dans la littérature, c'est les 8 premiers, c'est-à-dire développer des compétences sociales. Quand, dans les activités pédagogiques qu'on offre, dans les activités qu'on offre aux étudiants,
Quand on favorise le développement de compétences sociales, ça aide à leur résilience. Quand on fait la promotion d'activités qui leur permettent de résoudre des problèmes, de développer l'autonomie. Quand le milieu a des attentes élevées envers l'étudiant, je suis rendue ici, là, attentes positives élevées du milieu envers l'étudiant, ça développe sa résilience académique. Quand l'étudiant a une opportunité d'implication dans son environnement, quand il y a le sentiment d'agir pour une cause et vers un futur, quand il y a la présence de soutien et quand il développe des relations attentionnées, tout ça, mis ensemble, développe la résilience académique des étudiants. D'accord? Et donc, c'est facile. Il faut juste maintenant, dans nos réflexions pédagogiques, dans le fond, avoir un souci de tenter de développer le plus de facteurs de protection possible parmi cette liste-là ou d'autres listes, dans le fond, peu importe, pour avoir une chance de soutenir cette résilience-là académique chez les étudiants. Est-ce que tu pourrais fournir des exemples de situations qui pourraient encourager, entre autres, le développement de compétences sociales ou la capacité à résoudre des problèmes? Oui, puis non seulement je vais fournir des exemples, je vais vous entendre, vous, sur les exemples que vous faites là, en classe. Et donc, juste avant ça, je vais parler de l'engagement étudiant, parce que c'est un 9e là, que je rajoute à la liste. C'est dans la littérature différente, mais ça soutient tout aussi bien la résilience académique, dans le fond. Il y a une taxonomie là, de Finn qui décortique l'engagement en 3 niveaux. L'étudiant peut être engagé à 3 niveaux différents, dans le fond. Il y a un premier niveau d'engagement qui est une acceptation de base de l'école et de ses règles. C'est-à-dire, l'étudiant, il vient à l'école à l'heure, puis il répond aux questions du prof quand le prof il pose une question. Le niveau 2 d'engagement de l'étudiant, c'est quand l'étudiant prend des initiatives. C'est-à-dire, un étudiant va poser des questions. S'il y a un problème, il va aller chercher de l'aide. Okay? C'est un niveau 2 d'engagement. Le niveau 3 d'engagement, c'est lui là, qui va soutenir la réussite éducative. Okay? C'est les étudiants qui participent à des activités de la vie étudiante, que ce soit des activités parascolaires qui mènent à une mention d'engagement étudiant, que ce soit le sport-études, que ce soit des activités sociales que le cégep pourrait mettre en place, dans le fond. Tout ça soutient la réussite éducative des étudiants à risque proximal. C'est dans la littérature scientifique. Et donc, favoriser cet engagement-là, dans le fond, est encore gagnant. Dans le fond, est toujours gagnant. Et je vais vous donner des exemples. Maintenant, je vais m'arrêter là, puis on va faire des exemples de résilience. Je vais vous donner un exemple, vraiment tout simple, puis après ça, j'aimerais ça que vous partagiez dans le Q&R, dans le fond, ou dans l'autre option de chat, qu'est-ce que vous mettez en place dans vos classes, que ce soit en ligne, en présentiel, peu importe, pour soutenir ces facteurs de protection-là. Mon exemple tout simple est celui-ci. À l'automne dernier, donc à l'automne 2020, j'ai dû enseigner le premier cours de mathématiques pour des étudiants de première année du DEC en sciences nature. Donc, on appelle ça calcul différentiel. Et on s'entend, c'est des étudiants qui ont fini leur secondaire en Teams ou en Zoom, dans le fond, donc de façon virtuelle. C'est des étudiants qui n'ont jamais vécu le cégep en présentiel. Ils ont toujours été en ligne à date. C'est des étudiants qui n'ont pas eu beaucoup d'opportunités de se faire des amis, qui vivent beaucoup d'isolation et qui n'ont pas un très grand sentiment d'appartenance envers l'institution qui est le cégep, dans le fond. Fait que moi, je donne un cours de maths et là, vous allez me demander comment est-ce que je développe des facteurs de protection dans un cours de maths. Je décris mon plan de cours et je dois écrire une évaluation. Dans le fond. Je dois bâtir une évaluation pour mes étudiants. Habituellement, une évaluation, c'est un PDF avec 10 questions que l'étudiant va remplir, dans le fond, puis il me renvoie ça. Sauf que là, je me suis dit, OK, on va faire les choses autrement. On va faire des exposés oraux en groupe, en mode virtuel, parce qu'on est tout en mode virtuel à l'automne dernier. Donc, je développe 10 questions. Je pige au hasard 10 équipes de 2 ou de 3, dans le fond. Là, je ne sais plus combien j'avais d'élèves, je pense que c'était de 3. Et par la suite, j'assigne une question à chacune des équipes. Et les équipes ont une semaine, ils ont un canal Teams privé, dans le fond, pour se rencontrer, pour échanger. Ils ont une semaine pour résoudre le problème et par la suite le présenter devant la classe sous forme d'une communication orale.
C'est connu en pédagogie là, que si moi je vous explique quelque chose, il y a à peu près 5 de taux de rétention, mais si vous êtes capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre ou si l'étudiant est capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre, il y a à peu près 96 de taux de rétention. Donc, comme ça, les étudiants ont pu développer des compétences sociales, ils se sont fait des amis ou juste développer des compétences sociales, là, sans que ce soit très, très, très profond comme compétences sociales, mais ils ont pu résoudre des problèmes, ils ont développé de l'autonomie, il y avait des attentes positives élevées envers eux, parce que je leur ai dit, dans le fond, qu'il y avait une communication orale à faire, puis que je croyais en eux, puis c'est sûr que s'il y en avait qui n'étaient pas confortables, on s'arrangeait autrement, là. Mais tout le monde a embarqué dans le jeu. Il y a eu une implication, ils devaient être proactifs dans leur environnement, ils ne pouvaient plus être passifs, ils ne pouvaient plus juste recevoir mon cours sous Teams, dans le fond. Ils devaient agir pour une cause, il y avait une évaluation en jeu, donc c'est leur note en jeu. Il y avait une présence de soutien. J'étais là pour répondre à leurs questions, puis on a développé des relations attentionnées entre eux, dans le fond. Et ils étaient engagés, en plus. Donc, un niveau 2 d'engagement, à peu près, là. Donc, comme ça, c'est tout simple. C'est fait en ligne, ça s'est fait dans un cours de maths, et ça a permis de développer certains facteurs de protection qui soutiennent la résilience académique. Maintenant, c'est à vous. Qu'est-ce que vous mettez en place dans vos cours en ligne ou en présentiel ou même à l'extérieur de vos cours pour soutenir la résilience de vos étudiants? Je ne sais pas si on peut prendre un petit 5 minutes pour ça, là. Nicole, qu'est-ce qu'on a? Comme question? Oui, comme question ou comme commentaire? Oui. Oh, il y a beaucoup de questions. Alors, il y a Émilie Boissonneau qui dit quoi faire quand le niveau 1 n'est pas atteint. Si nous avons des élèves très peu engagés, malgré tous les facteurs de protection, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Très bon point, très bonne question. Je vais vous montrer, entre autres, l'exemple tout à l'heure de l'École des Grands, dans le fond. Là, je vais vous montrer un exemple particulier pour aller soutenir l'engagement des étudiants. C'est sûr que l'engagement, c'est un des facteurs de protection. Hein. Donc, l'engagement, en fait, je vais peut-être clarifier, l'engagement de niveau 3, l'étudiant qui participe dans du sport ou dans des activités sociales, cet engagement intense dans le parascolaire, je vais appeler ça de même, là, se fait soit en parallèle ou au détriment de l'engagement académique. Donc, c'est pas rare que tu vas avoir des étudiants qui sont engagés de niveau 1 académiquement, là, mais que eux, leur passion, c'est vraiment le soccer et qui vont s'engager à plein corps et âme là-dedans, dans le fond. Ça fait partie de l'engagement aussi, dans le fond. D'accord. Merci. Il y a Marie Valran aussi qui dit, bon, qu'en est-il des compétences émotionnelles? Est-ce que la littérature a abordé cela? Est-ce que, quand c'est un des concepts qu'elle compte de développer en lien avec sa réussite dans sa maîtrise, là, en lien avec la réussite et l'engagement, est-ce que l'intelligence émotionnelle fait partie des facteurs de protection? C'est vraiment un bon... My God, c'est vraiment un bon point, là. J'ai rien lu, OK, sur l'intelligence émotionnelle, mais je suis complètement d'accord là, que ça pourrait faire partie des facteurs de protection, dans le fond. L'idée ici, c'est de se demander comment est-ce que l'environnement, tout ça là, que je vous ai montré, c'est des facteurs de protection que l'environnement peut soutenir. Donc ici, il faudrait réfléchir à comment est-ce que l'environnement, c'est-à-dire l'école, entre autres, là, pourrait aider les étudiants à développer leur intelligence émotionnelle. Alors là, oui, ça devient un facteur de protection sur lequel l'environnement peut jouer. Je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. On pourrait... Ça, c'est juste certain. Ça, c'est pas la fin, là, ces 9 facteurs de protection-là. C'est ceux qui reviennent le plus souvent. Mais je suis complètement d'accord que l'intelligence émotionnelle pourrait rentrer là-dedans. Là. Ouais. Donc, il y a Marie-Pierre aussi. Est-ce que tu es prête à continuer les questions, Alisha, parce qu'il y en a? Oui, une dernière, puis après, on va reprendre tout le reste à la fin, là, si on a le temps. OK, parfait. Il y a Marie-Pierre Bournival qui dit, bon, l'apprentissage par projet, donc, serait donc une stratégie pédagogique intéressante qui intégrerait plusieurs facteurs de protection différents au niveau de la résilience? Absolument. Absolument. Selon cette littérature-là, oui. Donc, parce que ça vient chercher plusieurs de ces facteurs de protection, en effet. OK. Il y a Geneviève Tremblay qui fait une suggestion aussi, mais je lui ai demandé de placer sa suggestion dans le chat en envoyant sa suggestion à tous les panélistes et participants.
Alors, je peux quand même le lire aussi. Donc, Ouais. c'est le programme Check and Connect. Les étudiants avec risque proximaux sont jumelés avec des profs. On parle à fréquence établie par l'étudiant. Celui-ci choisit sur quelle difficulté il veut travailler, se fixe un objectif à atteindre pour la prochaine rencontre. J'adore. Je ne sais pas qui a donné ça. Geneviève Tremblay. Alors, Geneviève, s'il vous plaît, placez votre suggestion dans le chat pour la mettre à tous les panélistes et participants. Geneviève, merci d'avoir nommé le programme Check and Connect. Je le connais bien parce que deux de mes collaborateurs là, que j'ai nommés initialement ont évalué ce programme-là, entre autres. Donc, Mélissa et Isabelle de l'Université de Montréal et l'UQAM ont travaillé sur l'évaluation du programme Check and Connect. Donc, merci de l'avoir soulevé. Oui, mais Geneviève, tu as envoyé ta suggestion dans le chat seulement à tous les panélistes. Il faut que tu choisisses à tous les panélistes et participants pour que tout le monde puisse la lire, ta suggestion. Il y a Joanne Thibault qui demande, est-ce que vous avez déjà jumelé vos étudiants dans les formations d'équipe en tant que telles? Ben oui, le jumelage d'équipe fonctionne très bien aussi. Encore une fois, ça va développer les compétences sociales. Si on y a un but au jumelage, dans le fond, là, si on leur donne quelque chose à faire, là, ils peuvent résoudre des problèmes puis développer des relations intentionnées. Donc, tout est une question de créativité. Comment est-ce qu'on arrime le milieu pour développer ces facteurs de protection? D'accord. Une autre question. Une question de Guillaume Moreau. Est-ce que j'ai bien compris que l'engagement parascolaire peut nuire à l'engagement scolaire? Non, c'est ça l'affaire, c'est que c'est intéressant. C'est que l'engagement parascolaire, ça revient un peu à ce que tout à l'heure, une des interventions était, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les étudiants, entre autres, qui ne sont pas engagés au niveau, qui ont au niveau 1 d'engagement, là, au niveau de l'école, mais il faut aller les chercher à travers d'autres choses. Et c'est là que l'engagement parascolaire peut être utilisé comme effet de levier, dans le fond. Donc, c'est pas qu'il nuit, c'est que l'étudiant, lui, ça se peut qu'il mette tout son temps sur le soccer puis qu'il ne mette pas assez à l'école. Il va falloir ramener ça, évidemment, là. Mais allons le chercher à travers le soccer pour développer, dans le fond, ses facteurs de protection et développer sa réussite éducative. C'est juste ce qu'on veut dire ici. Okay. Une autre question, entre autres, il y en a plusieurs. Je vais continuer pour le moment. Pardon? Je vais continuer. Oui, OK. On pose tant de questions dans un webinaire. On va les reprendre à la fin, juste parce que je me rends au bout aussi. OK. Donc, si vous permettez, chers participants, on va continuer la présentation d'Alisha et ensuite, on pourra répondre à vos questions, quitte à prolonger un peu et à ce que vous puissiez discuter verbalement aussi là, avec Alisha. Merci pour votre compréhension. Entre-temps, vous pouvez chatter en mettant votre message à tous les panélistes et participants. En fait, c'est l'idéal. J'aimerais ça qu'on ait une discussion comme en live, là, au lieu de juste écrire dans le chat. Là. Donc, j'aimerais ça mais on va continuer. Garde-les, Nicole, toutes les questions. Là, je veux les adresser. Je veux les adresser d'ici la fin. Oui. Mais j'aimerais ça qu'on se garde du temps aussi pour discuter en vrai. Là. Oui. Donc, le résumé ici, c'est la chose suivante. C'est qu'il y a des facteurs de protection qui soutiennent la résilience académique et l'hypothèse que je vais mettre de l'avant ici, c'est que ces facteurs de protection-là soutiennent aussi la réussite éducative. Et là, j'ai dit un gros mot, j'ai utilisé le mot réussite éducative. Tout le monde l'emploie un peu à n'importe quelle couleur. Donc, je vais vous en parler de façon officielle, dans le fond, de la réussite éducative. La réussite éducative, bon, le Conseil supérieur de l'éducation définit depuis 1995 la réussite éducative comme étant un processus. Un processus qui englobe la réussite scolaire et qui permet le développement personnel, social et professionnel de l'individu. Ce que vous avez ici devant vous, là, c'est un modèle théorique de réussite éducative qui a été développé par Skinner et Belmont. C'est le modèle que mon équipe et moi on étudie, dans le fond. Et comment ça se lit, là, cette affaire-là, c'est la chose suivante. Ça explique comment est-ce qu'un contexte, un environnement, c'est-à-dire ici de l'école ou un cours ou une activité, dans le fond, qui, par sa structure, son implication, sa demande d'implication à l'étudiant et son soutien à l'autonomie, va favoriser ou non des facteurs de motivation scolaire. Ces facteurs de motivation scolaire-là, c'est entre autres le sentiment de compétence, d'appartenance et d'autonomie. Et ça, si c'est signifiant ou non pour l'étudiant, dans le fond, ça va soutenir le comportement d'engagement ou de désengagement de l'étudiant. Et ces comportements-là vont faire en sorte que l'étudiant va développer les compétences et l'habileté, donc c'est-à-dire va développer sa réussite scolaire et sa persévérance.
entre autres, là, quand on parlait des niveaux d'engagement 1 là, des étudiants, c'est parce que il y a quelque chose, les étudiants n'ont pas été engagés. Là. Donc, il y a quelque chose qu'il faut travailler en amont, dans le fond. Il faut aller retravailler le contexte ou les facteurs de motivation de ces étudiants-là, entre autres. Ce modèle-là, c'est un modèle de réussite éducative qui définit la réussite éducative essentiellement comme un processus motivationnel. Et ces indicateurs, en fait, que je vous nomme ici, là, les facteurs de motivation, les comportements d'engagement, des engagements et la réussite scolaire, c'est des indicateurs qui se développent à court, moyen et long terme. Okay? Donc ça, c'est intéressant. Entre autres parce qu'on a une tendance, nous, à mesurer la réussite juste à travers les notes. Mais les notes, ça se mesure dans du moyen et long terme. Là. Donc, ce n'est pas tout le monde qui sont rendus là. Comment est-ce qu'on fait pour aller voir c'est quoi la réussite de l'étudiant, mais à court et moyen terme? C'est quoi son engagement? C'est quoi ses facteurs de motivation et tout ça? Donc, voilà. Ça, c'est le modèle de réussite éducative qu'on va étudier ici. Et je dois vous dire, là, depuis 25 ans, donc depuis en 1995, le Conseil supérieur d'éducation a défini la réussite éducative. Ça fait 25 ans qu'il n'y a personne qui a étudié l'entièreté de ce processus-là, donc l'ensemble des indicateurs de réussite auprès de nos étudiants au collégial. Beaucoup de chercheurs ont étudié un ou quelques indicateurs de réussite, c'est-à-dire beaucoup de chercheurs au collégial se sont penchés, entre autres, sur la motivation ou sur l'engagement ou sur développer de l'autonomie chez les étudiants. Mais on n'a vu personne au Canada, au Québec et à l'international, en fait, étudier un modèle de réussite éducative comme celui-ci où ils ont mesuré l'ensemble des indicateurs auprès des étudiants collégiens. Et donc, ça, c'est ce qu'on a tenté de faire là, avec mon équipe. Et ça va être publié prochainement, dans le fond. Donc, on a pris un contexte, nous, qui est le contexte de l'École des grands, puis on a mesuré chacun des indicateurs de façon quantitative, pas juste qualitative, dans le fond, sur la réussite éducative, et on en sort des choses intéressantes que je veux partager avec vous, dans le fond. Et donc, l'idée d'activités pédagogiques qui soutiennent les facteurs de protection, tout à l'heure, je vous ai demandé de réfléchir à ça. Maintenant, vous pouvez les écrire là, dans vos groupes chat, parce que j'aimerais qu'on les partage à la fin. Les activités pédagogiques que vous développez qui soutiennent les facteurs de protection, l'idée, c'est de les insérer ici, dans votre contexte. Okay? C'est d'insérer ça dans vos activités en cours ou en classe ou en ligne ou au cégep et de voir comment est-ce que, on le sait, là, que ces facteurs de protection-là vont développer la résilience. L'hypothèse que je fais, c'est que si vous les insérez dans votre contexte ici, dans l'environnement dans lequel évolue l'étudiant, ça risque de soutenir l'ensemble ou plusieurs de ces facteurs, de ces indicateurs-là qui mènent à la réussite éducative. En fait, on a des grosses chances que ça soutienne la réussite éducative. Et donc, ça, je vais vous le prouver, en fait. Okay? Y a-t-il des questions à ce point-ci? Il y a toujours les mêmes questions que tantôt. Il ne s'en est pas ajouté, mais il y en a 5. OK. On peut en prendre 2? Moi, je serais peut-être laisser continuer Alisha, quitte à ce que par la suite, on puisse prendre un moment seulement sur les questions-réponses. Donc là, ici, c'est ce que je vais vous donner comme exemple. OK? Je vais vous donner l'exemple d'un programme que j'ai bâti en 2015 qui s'appelle l'École des grands. Ça, c'est le contexte. Et l'hypothèse qu'on a fait, c'est ce programme-là, dans le fond, que j'ai mis sur pied, il comprend, ou en fait, il a été construit, il a été réfléchi pour inclure l'ensemble des facteurs de protection qui soutiennent la résilience académique des étudiants. Okay? Les 9 que vous avez vus tout à l'heure là, sont tous dedans. Et depuis 2016, mon équipe et moi, on mesure annuellement les effets de ce programme-là sur la réussite étudiante des collégiens qui y participent, particulièrement chez ceux qui sont à risque de difficultés scolaires, donc particulièrement chez ceux qui sont à risque proximal. Et donc, notre contexte, ça va être l'École des grands ici, et on a mesuré l'ensemble de ces indicateurs-là. Okay? Pour un programme qui soutient les facteurs de protection. Et donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je vous ai fait l'hypothèse tout à l'heure que si dans vos activités pédagogiques, vous incluez les facteurs de protection, non seulement vous allez avoir une bonne chance de soutenir la résilience de ces étudiants-là, mais vous allez avoir une bonne chance de soutenir la réussite éducative de vos étudiants. D'accord? Donc, je répète, là, on va voir un contexte qui est l'École des grands. On a mesuré l'ensemble des indicateurs selon le modèle de Skinner et Belmont, particulièrement chez les étudiants à risque proximal, et je vais vous montrer c'est quoi les résultats de cette affaire-là. Donc, l'École des grands.
On y va. Bon, l'école des grands. La vision de ce projet-là, la vision de ce programme-là, en fait, c'est de prévenir et réduire la pauvreté par l'éducation. La mission du programme L'École des grands, c'est de contribuer à l'égalité des chances et de donner aux populations vulnérables un réel accès à la réussite éducative en utilisant comme levier l'expertise, les infrastructures et l'engagement social du réseau collégial. Les objectifs, ils sont doubles, c'est-à-dire d'abord, on veut soutenir la réussite éducative des étudiants du collégial, particulièrement celle des étudiants à risque de difficultés scolaires. Et dans un deuxième temps, on veut soutenir la réussite scolaire des élèves vulnérables du primaire afin de prévenir le décrochage scolaire au secondaire. Je vous explique, là. Quand moi, je suis arrivée à Marie-Victorin, à Montréal-Nord, en 2014, le taux de décrochage scolaire au secondaire était de 25%. Donc, moi, ça fait 20 ans que je développe des programmes d'éducation. Donc, j'ai été voir la direction, puis je leur ai dit, j'ai un programme pour vous. Ils ont super bien embarqué. En dedans de 3 semaines, on était opérationnel. Essentiellement, on s'est dit, on va prévenir le décrochage scolaire au secondaire. Du moins, on va contribuer aux efforts qui veulent prévenir le décrochage scolaire au secondaire. On est allé chercher les élèves. En fait, le programme, l'École des grands, va chercher les élèves des écoles du primaire les plus défavorisées du Québec. Il y a un indice de milieu socio-économique qui est assigné à chacune des écoles par le ministère. Donc, on identifie les écoles avec le plus haut indice de milieu socio-économique. Et les élèves du primaire, le samedi matin, on les amène en autobus scolaire au cégep du quartier, où ils sont attendus par des étudiants du collégial issus de tous les programmes scolaires du cégep, issus de tous les rendements scolaires du cégep aussi, issus de tous les profils du cégep. Et donc, entre autres, ça permet à des étudiants du collégial de participer à une activité parascolaire, alors que souvent, ils en sont exclus parce qu'ils n'ont pas les notes pour participer. Et donc, ce qu'on a mesuré depuis 2016, c'est que le programme L'École des grands augmente les notes, augmente le rendement scolaire des élèves du primaire en mathématiques, français et en sciences, parce que les mentors au collégial vont leur donner de l'aide aux devoirs en français et en maths, puis après ça, ils vont les amener au laboratoire de sciences où est-ce qu'ils vont leur faire vivre des activités scientifiques et de programmation informatique. L'École des grands, en fait, est le seul programme au Québec qui soutient le rendement scolaire de manière quantitative des élèves du primaire suite à une activité parascolaire. On leur donne un petit déjeuner parce qu'on est en milieu défavorisé quand même. Le programme est gratuit pour tout le monde. Donc, on les amène en autobus et ce qu'on a mesuré auprès des étudiants du collégial, c'est ce que je vais vous montrer en fait. On va voir une augmentation des indicateurs de réussite éducative, on va voir un développement de la résilience académique et les mentors ont le droit à la mention d'engagement étudiant à la fin de leur participation à l'École des grands. Pourquoi le cégep? Parce que le cégep, c'est inspirant pour ces enfants-là, entre autres. Ils rentrent là, puis ils sont émerveillés. Ces étudiants-là du primaire, là, ils n'aspirent même pas aux études secondaires. C'est des étudiants à risque, dans le fond, qui ont pour le décrochage scolaire au secondaire. Et donc là, ils rentrent dans un cégep, puis c'est wow. Donc voilà. Et donc, l'École des grands, parce que je viens de vous écrire, dans le fond, là, soutient les facteurs de protection des étudiants du collégial. Donc, ils développent les compétences sociales, ils se forment une petite famille, dans le fond, une petite communauté là, de mentors. Ils résolvent des problèmes, ils développent leur autonomie, il y a des attentes élevées envers eux. Nous, on leur dit, vous êtes des leaders par l'exemple, dans le fond, et peu importe ton rendement scolaire, on a les mêmes attentes que toi, on a les mêmes attentes envers toi qu'envers ton collègue, c'est-à-dire tu dois être un leader, tu dois montrer l'exemple, dans le fond. Et donc, ces facteurs de protection-là viennent soutenir la résilience académique de nos étudiants, particulièrement ceux qui sont à risque de difficultés scolaires, particulièrement ceux en qui on a rarement donné une chance ou on a rarement cru, en fait. Beaucoup d'étudiants du CED, entre autres, en bénéficient là, de ce programme-là. Et donc, là, on a mesuré la réussite, les indicateurs de réussite éducative de Skinner et Belmont sur les étudiants du collégial. Et je vais vous montrer c'est quoi ces résultats-là. On a fait une première étude longitudinale sur 2 ans, donc 2016-2018, sur 2 cégeps. Et donc, il y a 378 participants qui ont participé à l'étude. Et ce qu'on va voir ici, en fait, c'est l'indicateur de motivation intrinsèque. Au temps 1, c'est avant leur participation à l'École des grands. Pour la plupart des étudiants, ça va être le début de la session, en fait. Et au temps 2, c'est à la fin de leur engagement à l'École des grands, à la fin de la session. C'est un engagement par session que les étudiants vont faire, entre autres. Et donc, en rose, vous avez les mentors de l'École des grands. Et on a comparé ces résultats-là à 2 groupes contrôle au collégial. Vous avez en bleu les étudiants au collégial qui participent à une activité au collège
qui mène à la mention d'engagement étudiant, tout comme l'école des grands, mais qui n'est pas l'école des grands. C'est-à-dire, vous allez avoir dans l'équipe bleue, là, dans le groupe contrôle bleu, vous allez avoir tous ceux qui ont participé à du sport-études, tous ceux qui ont participé à, je sais pas moi, Défi Pierre Lavoie. N'importe quelle activité qui est donnée qui est offerte par le cégep, qui mène à la mention d'engagement étudiant, mais qui n'est pas l'école des grands. Tout ça, c'est un groupe contrôle qu'on appelle les étudiants engagés. Et en vert, vous avez les étudiants au cégep qui, de façon auto-rapportée, ne participent dans aucune activité au collégial qui mène à la mention d'engagement étudiant. D'accord? Et donc, vous avez initialement les motivations intrinsèques de ces étudiants-là et on se rend compte qu'en fin d'année scolaire, en fait, en fin de session, la motivation intrinsèque tend à diminuer versus les mentors de l'école des grands, leur motivation intrinsèque tend à augmenter. Mais la motivation intrinsèque des étudiants qui ont participé au projet était déjà nettement plus élevée. Très vrai. Très vrai. OK? Alors, ça, c'est un bon point. Merci de Nicole. Fait que là, on a fait d'autres choses. On est allé voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est toutes les cégepiens, OK? Risque, pas risque, là, ils sont tous dans le même panier. On est allé voir qu'est-ce qui se passe dans un sous-échantillon d'étudiants à risque. Parmi ces étudiants-là là, qui ont participé à l'école des grands, parmi ceux qui sont dans le groupe engagé puis groupe contrôle, qui avait des moyennes générales au secondaire en bas de 70%, et c'est quoi leurs indicateurs de réussite éducative, en fait? C'est ce que vous voyez ici. Okay? Donc, il y a 3 indicateurs qui sont ressortis. Motivation intrinsèque chez les étudiants, et là, tout ça, là, c'est les graphiques, là, c'est des étudiants au collégial à risque, c'est-à-dire ceux avec des moyennes générales au secondaire en bas de 70%. Motivation intrinsèque chez les étudiants à risque, les mentors à risque étaient plus faibles au début de l'année, dans le fond, que les 2 groupes contrôle. Et on voit qu'elle explose là, en fin de session versus les 2 groupes contrôle où ça tend à diminuer. L'engagement comportemental dans les études est un deuxième indicateur qui est ressorti, un indicateur de réussite éducative, où cet engagement-là, là, on le voit, là, les étudiants qui participaient à des activités de la vie étudiante, là, initialement, avaient des engagements beaucoup plus grands que les mentors. Les mentors avaient un engagement plus grand que le groupe contrôle qui participe à rien, sauf que dans les 2 groupes contrôle, la pente est négative, c'est-à-dire qu'en fin de session, leur engagement a diminué dans leurs études versus les mentors où est-ce que ça a augmenté. Et même chose pour le sentiment d'autonomie dans les études. C'est-à-dire, les mentors avaient un sentiment d'autonomie même plus faible que le groupe contrôle pas engagé et leur sentiment d'autonomie a augmenté versus les 2 groupes contrôle où c'est resté stagnant ou ça a diminué dans le fond. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que l'école des grands a particulièrement un impact sur les indicateurs de réussite éducative chez les étudiants à risque. C'est normal, c'est une des premières plateformes qui leur sont offertes, dans le fond, pour s'impliquer, pour redonner à leur communauté, dans le fond, pour être engagés puis se sentir valorisés, entre autres, là, versus ces étudiants-là qui n'ont souvent pas les notes pour entrer dans du parascolaire, dans du sport-études, ou qui n'ont pas ces opportunités-là, dans le fond, tout simplement. Donc, l'échantillon, c'est de 114 étudiants à risque au sein de l'échantillon global qui était de 300 quelques étudiants. Et donc là, on voit une amélioration de la réussite éducative des étudiants à risque au collégial. Et donc là, on a refait cette étude-là après ça, de 2018 à 2019, mais dans 4 cégeps. Okay? Tout ça, c'est dans 2 cégeps. Là. On l'a refait sur 4 cégeps. Donc, 2 en région, 2 pas en région. Donc, 2 à Montréal, 2 à l'extérieur de Montréal, dans le fond. Et ce qu'on a vu ici, chez tous les étudiants, là, pas ceux à risque, en fait, dans cet échantillon-là, pour l'année 2018-2019, il y avait très peu d'étudiants à risque, là, donc il n'y en avait pas assez même pour créer un échantillon statistiquement significatif. Donc, ce que je vais vous dire ici, c'est vraiment sur tous les étudiants pris ensemble. Ce qu'on voit, c'est les roses, là, c'est les mentors de l'école des grands. D'accord? Donc, un attachement à l'institution qui décroît, mais pas plus, en fait, mais qui décroît beaucoup moins que le groupe d'étudiants engagés. Le groupe 1, le groupe contrôle 1, c'est les étudiants engagés, dans le fond. Leur attachement à l'institution diminue en cours d'une session, en fait, entre le début et la fin de la session, versus les mentors, où est-ce que c'est resté pas mal stagnant, mais en fait, ça a diminué un peu, là. L'autre chose qu'on a vu aussi, c'est la perception de compétences. La perception de compétences est un des indicateurs de réussite éducative et on a vu qu'elle augmente chez les mentors versus chez les étudiants engagés, ça diminue
lors de l'année 2018-2019, dans le fond. Et là, il y avait 756 étudiants qui ont participé à cette étude-là. Fait que l'École des grands soutient les facteurs de protection parce que ça a été construit pour ça, en fait. Là. Ces facteurs de protection soutiennent la résilience académique, mais au-delà de ça, quand ces facteurs de protection-là sont dans le contexte dans lequel évolue l'étudiant, dans le fond, donc quand c'est offert à l'étudiant, ce qu'on voit, c'est des indicateurs de réussite éducative à court et moyen terme qui allument, dans le fond. Et donc, on peut dire que l'École des grands soutient la réussite éducative des étudiants, particulièrement les collégiens vulnérables. Voilà. Et donc, c'est quoi les retombées pour le cégep? D'offrir ce programme-là. Les cégeps, il y a un accroissement de l'engagement et du rayonnement du cégep dans la communauté, là, beaucoup, là, parce que là, tout d'un coup, on ouvre nos portes aux étudiants du primaire, à leurs parents, entre autres aussi, et là, la communauté arrive à bénéficier du milieu, et ça rayonne. Dans le fond, le cégep rayonne dans la communauté. Les étudiants deviennent des citoyens ouverts et engagés. Une augmentation de la réussite éducative et de la résilience académique chez les étudiants du collégial. Et surprenamment aussi, ça fait des années qu'on fait ce programme-là, c'est devenu une nouvelle forme de recrutement des étudiants. C'est-à-dire, au lieu d'aller les chercher au secondaire, c'est des élèves du primaire qui ont fait ça pendant 6 ans, ce programme-là, puis tout d'un coup, le cégep Marie-Victorin, dans ce cas-ci, en fait, c'est devenu leur cégep. C'est leur mur, ils connaissent les classes, ils connaissent les raccoins, ils savaient où la table de baby-foot. La direction, elle vient souvent le samedi voir les étudiants, puis elle leur demande, toi, tu vas faire quoi après ton secondaire? Puis les étudiants ils disent, moi, je viens ici, tu sais. Puis en fait, on a fait un projet pilote là, où les étudiants du primaire qui avaient fini l'École des grands, alors qu'ils étaient inscrits au secondaire, on les ramenait au cégep pour qu'ils soient des assistants mentors. Donc, ils venaient faire leurs devoirs. Puis dès qu'ils avaient fini leurs devoirs, ils montaient dans les classes pour aller aider les mentors de l'École des grands. Donc là, c'est les étudiants du cégep et ça forme aussi une nouvelle recrutement d'étudiants, dans le fond. Donc là, je vous explique, là, moi, en 2015, j'ai parti à Marivic. De 2016 à 2018, j'ai accompagné 4-5 cégeps pour offrir le programme L'École des grands. Et là, on est partout, là, dans le sens au cégep de la Gaspésie et des Îles, on est à Montmorency, on est au cégep régional de Lanaudière à Joliette, on est à cégep de Maisonneuve. Il y a des collèges privés aussi qui ont embarqué dans le projet. Et donc, pour rendre ça pérenne, ce déploiement-là, j'ai ouvert un organisme à but non lucratif qu'on appelle la Fondation W, qui essentiellement va accompagner gratuitement les cégeps. Il y a une équipe là, pour ça maintenant, qui va accompagner gratuitement les cégeps toute l'année scolaire dans l'implantation de ce programme-là. On va vous donner la licence gratuite pour l'exploitation du programme L'École des grands. On développe des outils de transfert, donc des curriculums, des guides pour vous remettre un programme clé en main. Donc, il y a très peu, donc ça vous demande très peu de participation. En fait, là, tout est déjà monté pour vous. Et on va mesurer l'impact de la réussite éducative chez vos étudiants, puis on va vous redonner ce rapport-là à la fin de l'année pour qu'on puisse s'améliorer de façon perpétuelle, dans le fond, puis s'ajuster quand c'est nécessaire. Et l'accompagnement se fait vraiment dans le respect des couleurs locales de chacun des milieux, de chacun des cégeps, parce qu'on a toutes des réalités différentes, en fait. Là. Donc, voilà. Ça, c'est la fin. Fait que là, on peut-tu prendre toutes les questions? Il y a beaucoup